Bon, nouvelle capacité technologique, on va peut-être arriver à faire quelque chose sans être embêté par les algorithmes. Bon, alors, euh, une vidéo pour les personnes qui n'ont pas Facebook, parce que du coup, j'ai certaines personnes que je connais qui suivent sur la chaîne YouTube et qui n'ont pas Facebook. Et du coup, voilà, bon, j'ai fait un petit article sur Facebook qui s'appelle « Le futur existe déjà, tout est accompli ». Donc je vais d'abord faire une lecture et s'il y a des compléments, du coup, ben, on verra ce qui sort. Voilà, c'est toujours comme ça, spontané. Donc le futur existe déjà, tout est accompli. Le libre arbitre n'est pas une liberté. C'est en fait un ajustement matériel. Le libre arbitre, c'est matériel en fait. C'est l'actualisation dans la matière de quelque chose qui est non matériel. Donc c'est l'ajustement matériel du futur. Quelque part, c'est comme dire que le futur n'est pas matériel, mais en fait il l'est quand même, mais d'une certaine façon, il s'actualise matériellement dans le présent, et dans le passé aussi, et dans son propre futur, quand il reste du passé et du présent. Donc c'est réalisé dans le temps présent, global, par injection dans le passé. Bon, c'est un petit peu compliqué. Je mettrai aussi le texte en bas de la vidéo, de manière à ce que vous puissiez le relire en même temps, ou après, pour pouvoir... bon, c'est assez complexe parce que c'est abstrait. Même moi j'ai du mal, je vous dirais, mais finalement ça passe quand même. Mais ça crée quelques difficultés au cerveau, je le conçois. Donc le futur préexiste en volonté, mais en fait le futur préexiste par volonté. Il existe déjà, c'est pas que du potentiel, c'est assez difficile. Enfin, c'est juste une... Enfin, comment dire. Hum, En fait, euh, si vous avez l'habitude, moi j'ai un exemple par exemple parce que j'ai eu l'occasion de couper des morceaux de vidéo quelquefois, c'est assez rare, mais bon, quelquefois il y avait des trous, bon voilà. Ça se trouvait à la fin donc ça tombait très bien, c'était pas trop compliqué. Et j'ai remarqué que donc dans le truc de YouTube, on peut grossir pour être précis. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire que le temps c'est un peu ça, c'est une focale. On grossit et quand on grossit, le temps est plus matériel, plus dense. Et quand on diminue, en fait, ça devient presque que du présent. C'est-à-dire que le temps, si vous le comprimez comme ça, il n'y en a qu'un. Et après, si vous le décompressez, il y a beaucoup plus de temps, vous pouvez le fractionner, donc le diffracter un petit peu plus. C'est un petit peu sur ce principe. C'est-à-dire que du coup, sur une vidéo, mettons, vous regardez cette vidéo, du début de la vidéo jusqu'à la fin, en fait, quand c'est compressé, il n'y a qu'un temps. Et tout y est dedans. Par contre, dans une vidéo, si vous regardez, par exemple, si vous considérez que le milieu c'est le présent, que le début c'est le passé et qu'en allant vers la fin c'est le futur, si vous êtes ici dans la vidéo, vous allez vous dire tout ça c'est le futur, mais non, pourtant c'est déjà là. Donc là c'est facile à comprendre parce qu'une vidéo c'est déjà mémorisé, une fois qu'elle est finie elle est mémorisée, mais en fait tout est fini, tout est accompli. Et pourtant il y a des compressions parce qu'en fait l'univers apparaît et disparaît constamment. C'est le principe du photon qui est partout et qui décide finalement de se stabiliser. L'univers donc disparaît aussi comme ça et hop, instantanément il se restabilise. Comme disait Einstein, l'univers est une illusion très stable parce qu'elle crée une impression de stabilité dans la continuité, alors que ce n'est pas vrai. Franck Hatem explique ça dans C'est quoi pour vous le bonheur, Franck Hatem. Il explique très bien, j'aime beaucoup cette vidéo-là parce que vraiment il en parle très bien de cette non-permanence de l'univers. Annick de Souzenel aussi en parle parce qu'elle elle a étudié les textes sacrés dans lesquels c'est déjà expliqué ça. Au niveau du langage originel, bien sûr. Pas en latin, ni en français, tout ça. Mais je sais pas ce que c'est comme langage au départ. Enfin, c'est de l'hébreu, bien sûr, et façon de parler, mais bon, c'est littéral, hein, c'est de l'hébreu littéral. Donc, c'est de l'hébreu, après de l'araméen, etc., et toutes sortes de langues avant le latin et le grec. Mais tout d'abord, c'est de l'hébreu. Donc, elle a étudié l'hébreu et elle a donc pu voir dans les textes hébraïques qu'au départ, on explique ça, c'est que l'univers disparaît et réapparaît continuellement. Continuellement. Il y a une création continuelle. Et donc, en fait, quand ça disparaît, il y a chaque fois
une mise à jour de ce qui a été réalisé, et hop, ça réapparaît, et à nouveau, il y a tout qui est là. Et hop, ça redisparaît, il n'y a plus tout qui est là, mais parce que l'expérience va enrichir le tout qui est là. Je parle pas très bien français non plus. Voilà. Donc, qui nous sommes en résultat est déjà accompli par actualisation diffractoire. Et s'accomplit continuellement. Donc, par cette actualisation diffractoire. Dans la globalité, tout se passe en même temps, mais après, si on fait des focales, tout ne se passe pas en même temps, c'est diffracté, bien sûr, mais quand c'est non diffracté, c'est tout en même temps. C'est-à-dire, c'est vraiment le truc, il faut vraiment regarder le truc de la physique quantique, parce que à un moment c'est là, à un moment c'est pas là. À un moment c'est là, à un moment c'est pas là. C'est comme le chat de Schrödinger, il est à la fois là et à la fois pas là. Donc, c'est sûr que si on n'a pas trop visité les choses de la physique quantique, ça paraît compliqué à comprendre, mais pourtant, bon, la physique quantique, maintenant, c'est quand même, voilà, c'est quand même bien ancré dans la science, hein, donc ça vaut quand même le coup d'aller voir. Donc, tout est accompli dans le temps présent global, car le photon diffracté est instantanément un UN formé de tous les ajustements réalisés par sa diffraction, et ainsi, il informe ensuite, c'est un truc temporel ensuite, hein, mais donc du coup pas vraiment non plus, chacune de ces parties de ce même résultat global pour qu'il soit ensuite accompli puisqu'il est déjà. Donc dans cette évolution actualisation instantanée se créalise donc, il y a une créalisation par cycle diffractoire. C'est des cycles. C'est-à-dire, les cycles, c'est disparition, apparition, intégration, désintégration, intégration, désintégration, intégration, désintégration. C'est un peu ces trucs de respiration dont parle l'hindouisme, comme quoi l'univers respire. Donc c'est le paradoxe de prédestination. Le futur donc est la somme d'informations potentielles de la volonté qui se réalise ensuite par essai-erreur. Donc c'est dans la diffraction qu'il y a les essais-erreurs, et c'est aussi dans la diffraction qu'il y a les actualisations matérielles. Donc dans l'espace-temps matière, parce que l'espace-temps et la matière c'est exactement la même chose, et tout ça, l'espace-temps matière c'est le subatome, et donc la matière, le troisième tiers, qui est le résultat de l'espace-temps subatomique. Donc c'est imprimé par le mouvement de l'antimatière. L'antimatière c'est ce qui compose tout. Voilà. Et le mouvement, c'est l'esprit, c'est-à-dire ce que dans la tradition on appelle l'esprit. Donc le mouvement de l'antimatière, donc le mouvement de l'esprit. Non, parce qu'en fait, l'antimatière, c'est pas l'esprit. Le mouvement, donc l'esprit de l'antimatière, le mouvement de l'esprit dans le véhicule de l'intelligence ou esprit. C'est-à-dire que l'esprit, c'est un véhicule dans le sens où ça crée des impressions à chaque fois que ça se déplace. Et donc de fait, ça crée comme un genre de véhicule. Ça crée une impression de réalité. Ça crée une impression d'entité. C'est pour ça qu'on confond l'esprit. On pense que l'esprit est une personne, que l'esprit est quelque chose qui a une volonté propre, que l'esprit a une intelligence propre, etc. C'est pas le cas. Enfin, pas dans l'absolu. Dans le relatif, un petit peu, parce que cette impression qui se grave dans l'espace par le mouvement, et le temps donc, ça crée comme une impression de personnalisation, et pourtant ça n'en est pas. Ce véhicule de l'intelligence ou esprit se fait via le spin électromagnétique de l'amour centrifuge. Donc c'est ça, la gravure dans l'espace-temps. Et la gravure, elle se fait par un spin, donc c'est ça qui crée la masse. Donc tout ce qui est photons, particules et tout ça, c'est des masses. C'est des petites masses, mais c'est des masses aussi. Il n'y a pas que notre masse matière, il y a des masses avant la matière. Et ces masses se créent par le mouvement donc, de l'antimatière, donc par l'esprit, via un spin électromagnétique qui crée des gravures sur le disque dur de l'espace-temps. Voilà. Donc l'information future vient ensuite s'injecter dans le présent, puisque tout est déjà sur l'espace du disque dur subatomique. Donc elle revient dans le présent et dans le passé, qui eux vont se déployer en spin centripète pour créer un mouvement anthropique, c'est-à-dire un mouvement de perte d'énergie qui va donc créer des difficultés. Et c'est car par ces difficultés, il va y avoir des mises à jour et que ça va faire grandir l'intelligence et qui va s'actualiser à la fois dans le futur, le passé et le présent. Voilà, et on s'était où ensuite ?
Donc l'information future vient ensuite s'injecter dans le présent et le passé qui, eux, se déploient donc en spin centripète, donc en entropie, actualisable par l'injection dans la matière du produit amour de l'émotivité qui serait donc le mal. L'émotivité, c'est le mal en fait. C'est vraiment la problématique, mais en même temps, c'est le mal qui produit ces actualisations, ces mises à jour, et qui fait grandir l'intelligence dans la matière. C'est-à-dire qui fait grandir la capacité de la matière à supporter l'antimatière. Donc c'est quand même pas rien. Ce mal, il sert à quelque chose. Donc l'émotivité, elle sert à quelque chose. Donc elle sert à... dans ces actualisations du subatome, il y a donc tous ces programmes saturatoires qui sont fabriqués par l'émotivité, par l'expérience centripète, donc par tout ce qui est de l'ordre de la difficulté, de l'opposition, donc ce qu'on appelle le mal, et qui crée de l'émotivité parce que c'est entropique, donc ça amène la mort. Enfin, c'est une apparence de mort. Mais donc, comme ça amène la mort, apparemment, ça engendre de l'émotivité, de la peur et tout ça, du doute et tout ça. Donc, ça crée ce qu'on appelle des expériences, et ces expériences sont ensuite envoyées dans le futur, qui s'actualisent à nouveau, et qui nous renvoient sous forme de sagesse, en fait, enfin sous forme d'intelligence, on ne va pas parler de sagesse parce que c'est plus traditionnel et philosophique, l'intelligence c'est un peu plus énergétique, le futur qui est actualisé par notre passé et notre présent, qui est centripète, donc émotif, donc de l'expérience émotive, va grandir en intelligence et au prochain cycle d'actualisation, c'est-à-dire aussitôt, instantanément, ça renvoie l'information en tant que double dans le futur, ça renvoie l'information dans le passé, dans le présent. Et c'est disponible. On ne va pas forcément attraper l'information, mais quand on est suffisamment sensible, on va pouvoir ressentir des choses de l'ordre de l'intuition ou alors de l'ordre de la parole, de l'intelligence, etc. qui sont en fait des informations qui viennent du futur, mais d'un futur qui a été actualisé instantanément par l'émotivité qu'on est en train de vivre. Donc c'est quand même super intéressant. Là-dessus, je suis amenée à parler du voyage transtemporel. Le voyage transtemporel avec le corps ne sert à rien. En tout cas, pas dans notre temps présent ici qu'on est en train de vivre. Qu'il ne faut pas négliger parce que ce temps présent qu'on est en train de vivre participe par force centripète à l'actualisation centrifuge du futur, qui va nous ramener ensuite une information qui va faire monter les corps en vibration pour, dans le présent, accueillir plus d'antimatière. Évidemment, il faudra plusieurs présents qui vont vers le futur pour que l'antimatière soit actualisable dans la matière. Parce que c'est quelque chose, c'est vraiment une difficulté de l'aventure de la conscience, c'est que la matière ne supporte pas l'antimatière. C'est donc on est allergique au nucléaire, au radioactif. Enfin, on en supporte une certaine proportion. On est fait de radioactivité, mais on ne peut pas en supporter plus que ce qu'il y a pour le moment. Voilà. Et le but est d'en supporter plus pour ensuite avoir des capacités de négantropie exacte, équilibrée. Pour le moment, on a des attitudes de négantropie, c'est-à-dire qu'on développe des attitudes pour ne pas mourir, mais ça ne marche pas, vous avez remarqué. Mais on aura des attitudes un peu plus équilibrées négantropiques et qui seront plus équilibrées avec le nucléaire, avec la radioactivité. Parce que la radioactivité, c'est la vie en fait. Hein, voilà. C'est le fait des fréquences, hein, radioactivité. Voilà. Donc les fréquences, c'est ça qui crée la matière, c'est ça qui crée aussi la régénérescence. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc cette actualisation des temps, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et pourquoi est-ce qu'un voyage transtemporel n'est pas intéressant pour nous en ce moment? Ça va pas faire plaisir à certains. Mais voilà. Pour le moment, c'est pas intéressant parce qu'on n'a pas suffisamment compris les lois de l'émotivité et à quoi ça sert. Et on n'a pas maîtrisé. Dans la série Dark, il y a un épisode où Adam parle qu'on passe du stade de la naïveté au stade de la perte de naïveté, à la perte d'innocence, à la perte de la vie. C'est les 3 stades en fait de maturation de l'être humain dans ces cycles. La perte de la naïveté, c'est en fait perdre l'illusion qu'il y a la mort déjà, et l'illusion du triangle dramatique, l'illusion en fait, de tout ce qui crée l'émotivité. Quand on perd la naïveté, c'est qu'on perd l'illusion de tout ce qui crée l'émotivité. Et donc là, on va perdre ensuite l'innocence. L'innocence, ça va être que on considère qu'il y a un arbre de la connaissance du bien et du mal,
et on va dire c'est bien, c'est mal, ou t'es gentil, t'es pas gentil. Et on perd l'innocence dans le sens où on est neutre dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on n'est plus à dire c'est bien, c'est mal, on est neutre. C'est ce qu'on appelle le point zéro, et donc ça fait suite à la perte de la naïveté, et c'est comme ça qu'on perd l'émotivité progressivement. Et ensuite on perd la vie. Ça se rapporte à ce que disait Jésus, celui qui perd son âme la trouvera, c'est-à-dire que quand on perd la vie on la trouve, voilà. C'est comme ce que disait Rumi aussi, va perdre tout ce que tu as et c'est ça qui est le tout, et là tu es le tout en fait. Donc c'est les 3 étapes en fait de conscientisation progressive, mais qui se font par une conscientisation aussi de la matière, c'est-à-dire par la transmutation du corps émotionnel. Donc on ne peut pas s'imaginer de faire du voyage transtemporel avec le corps si on n'a pas franchi ces 3 étapes. Voilà. Et perdre la vie, c'est pas forcément mourir avec le corps, c'est autre chose. On en parlera peut-être plus tard, parce que là, c'est pas le moment. Mais donc, pourquoi c'est pas d'actualité aujourd'hui de faire du voyage transtemporel? D'abord, on en fait, mais on n'en fait pas dans le sens que l'on croit, c'est-à-dire dans le sens spin. C'est-à-dire que pour le moment, on fait du voyage transtemporel dans le sens où on envoie par force centripète, c'est-à-dire nos expériences d'émotivité, on les envoie au futur, qui lui va nous les renvoyer en force centrifuge sous forme d'intelligence. Ouais. Je ne vais pas dire, je ne sais pas si c'est clair, parce que je pense que ça l'est, mais c'est, comment dire, c'est vraiment cette feuille-là. Vous prenez une feuille, elle est plate, et vous la rejoignez comme ça, et quand vous la rejoignez comme ça, quand vous avez une feuille plane comme ça, vous avez forcément, donc vous c'est où? Vous avez le passé, le présent, et là le futur. Mais quand vous faites ça, donc le templier, donc allez voir les relativités d'Einstein, les temps peuvent être donc, enfin le temps est pliable, il y a une courbure, donc forcément il est pliable, voilà. Donc ça veut dire que le passé et le futur vont se rejoindre. Voilà l'histoire. Mais ça évidemment, quand on regarde le temps de façon très très large, donc très élastiquée, très étendue, ça peut difficilement se voir. Parce qu'on est à un certain lieu du temps, présent, passé, futur, qui va faire qu'on ne verra pas qu'il y a une jonction entre le passé et le futur. On ne sera pas à l'endroit où on voit la jonction. Mais si on rétrécit le truc, si on le rétrécit, si on est quelqu'un qui a cette capacité donc d'être en arrière et de voir le truc, eh bien oui, ça se touche et on le voit très bien. Mais effectivement, si on est plus petit que le phénomène, on ne peut pas le voir. Mais si on est plus grand que le phénomène, on peut le voir. Voilà, c'est une question de perception et de focus. Donc pourquoi c'est pas un avantage? C'est pas que c'est mal, mais c'est pas un avantage de faire du voyage transtemporel. D'abord parce que si on est rendu à pas encore avoir perdu sa naïveté, c'est-à-dire avoir perdu ses illusions, être sorti du triangle dramatique, en gros c'est ça, on n'a pas franchi non plus le cycle de perdre son innocence, c'est-à-dire être dans la neutralité vraiment, dans la centricité, et encore moins dans le fait de perdre sa vie, d'avoir du coup, là c'est un truc à développer plus tard, mais bon, c'est au niveau de la morantialité ici, bien sûr, mais là on n'y est pas, quoi. C'est très très loin pour nous, en tout cas dans notre petit présent, la morantialité c'est très très loin, ça demandera des siècles. Par contre, si on rétrécit le temps, c'est tout de suite. Voilà. Enfin, si on compresse le temps, c'est tout de suite. Mais pour nous, le temps est comme ça, donc c'est pas tout de suite. Donc il faut quand même vivre dans son temps, dans l'élasticité de son temps, dans l'extension de son temps. Donc on est là dans un temps qui est très étendu, très étiré, donc qui va très lentement. Donc on ne peut pas brûler les étapes à ce moment-là, dans cet étirement du temps. Donc si on n'est pas rendu à maîtriser l'émotivité, c'est-à-dire à perdre la naïveté, eh bien les voyages qu'on va faire vont être astro, obligatoirement. Donc c'est pas forcément très intéressant ni très avantageux de faire des voyages astro, parce qu'il y a à boire et à manger dans les voyages astro. Et puis il y a beaucoup de manipulation dans le voyage astral. Donc c'est vrai que bon, je dis pas, hein, j'en ai fait pas mal, mais et puis on en fait toujours beaucoup quand on rêve. On est toujours soumis à cette programmation astrale qui nous emmène en rêve dans des voyages, hein, faut le dire. Donc on voyage dans le temps quand on rêve, on voyage dans d'autres potentiels, donc on vit d'autres choses. Vous avez bien remarqué que quelquefois ça paraît vraiment très très réel. Et qu'est-ce que la réalité? Voilà.
Donc pourquoi est-ce que ça serait pas bien de... Enfin, ça serait pas avantageux de vouloir développer ça? D'abord parce que ça n'est pas réalisable. Déjà pour une première raison, c'est que c'est pas réalisable. C'est bien d'avoir le discernement de constater que ce n'est pas réalisable, de faire un voyage transtemporel qui soit morontiel, c'est-à-dire qui puisse emmener le corps. Si on ne peut pas emmener le corps, de toute façon, c'est un signe que ça peut potentiellement être à chaque fois astral. Et puis donc, puisque il y a ce voyage temporel, transtemporel qui vient du futur vers le présent et le passé, et que de toute façon, subatomiquement, on envoie des informations au futur, de toute façon, on en fait tout le temps des voyages transtemporels. On en fait tout le temps. Il y en a tout le temps qui se passe. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train d'envoyer de l'information futur, passé, présent. Tous les temps se mélangent et s'envoient de l'information par le subatome, hein, parce que le subatome, c'est comme un bain, en fait, où tout circule dans tous les sens. Et après, ça se réorganise et ça se redistribue là où il faut. Parce qu'il y a une mémoire de forme. Vous connaissez les matelas à mémoire de forme. Et bien c'est comme ça. C'est-à-dire que ça peut se déformer, donc s'informer dans tous azimuts et tout ça, puis pouf, mémoire de forme, ça revient tel que c'était. Voilà, c'est ça. Et ça se passe pendant instantanément l'intégration des intégrations. Bon, je sais pas si j'ai été claire. J'ai essayé, mais bon, voilà. Donc cette opération, non. Alors l'information future, donc je vais relire ça, vient ensuite s'injecter dans le présent parce qu'elle a reçu, elle, l'information du passé et du présent. Donc elle a été actualisée dans le futur, donc elle revient ensuite s'injecter dans le présent et le passé, qui, eux, vont se déployer en spin centripète, donc pour envoyer cette information émotive, qui va créer une montée vibratoire du corps, qui est actualisable par l'injection dans la matière, donc là c'est intéressant, du produit amour, de l'émotivité, qui est le mal, qui est transmuté en émotion, qui est le bien. Parce que l'émotion, c'est de l'énergie en mouvement qui est neutre, en fait. L'émotivité, par contre, c'est pas neutre, c'est très chaud. Parce que ça va vite, c'est une vitesse. Et ça crée, donc la vitesse des masses crée des masses plus denses. Donc la vitesse des particules crée des masses plus denses. Donc cette émotivité, c'est un échauffement du mouvement des particules, donc un échauffement de l'émotion, qui crée une densité et qui crée de l'espace-temps. Donc parce que toute matière crée un espace-temps. Donc en fait, c'est vrai que c'est bien de comprendre, de pouvoir comprendre que tout se passe en même temps, même la création de l'espace-temps, même la création de la matière, et à chaque fois mémoire de forme. Le truc du matelas, je pense que ça peut vous aider.